Ce soir, dans le cadre des soirées du Club Climat, on va parler d'une ressource précieuse, vitale, l'eau. On va changer de regard sur l'eau, on va faire un panorama sur 360 degrés sur la ressource en eau. On va introduire quelques notions dont on parle très peu finalement, l'eau verte, les hydrosystèmes. On va regarder les prélèvements de l'eau, les usages de l'eau dans le contexte local, autour du Doubs. On va parler aussi des impacts sur cette ressource en eau et on va se projeter dans le futur sur qu'est-ce qui va advenir, quels sont les enjeux finalement sur la ressource en eau, les usages de l'eau, mais on va aussi parler des solutions individuelles et collectives pour se mettre en action pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, les futures générations. On va parler des solutions autour de l'hydrologie régénérative et évidemment, quelque chose de très important sur l'eau, la gouvernance de l'eau et la participation citoyenne. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus en nombre un vendredi soir. En plus, il fait beau, alors la question c'est pourquoi vous êtes là, mais vraiment je suis touchée, merci beaucoup pour ça. Donc je suis Charlène Descolons, je suis ingénieure hydrologue et conférencière, autrice sur les enjeux de l'eau. On va dire à mes dépens, on va dire sur un malentendu. J'ai été propulsée sur la scène médiatique et pour parler de ces enjeux-là dans les conférences. J'ai un parcours assez atypique, universitaire, ingénieur, puis ensuite fonctionnaire dans la collectivité. J'ai fait un pas de côté et je me suis formée à l'agriculture, en maraîchage paysan. Et là, j'ai rencontré dans mon chemin Samuel Bonvoisin, que vous connaissez, je crois, qui était déjà venu, et Simon Ricard. On a cofondé ensemble l'Association pour une hydrologie régénérative et je vous en parlerai à la fin. Mais l'intention, là, ce soir, c'est de vraiment vous offrir un voyage en plusieurs temps, avec des émotions très différentes, très contrastées, pour vraiment prendre conscience des enjeux de l'eau avec un 360 degrés. Donc, on va faire comme je disais, un voyage en 5-6 temps. La première étape, ce sera d'abord de définir quelques notions de base sur les ressources en eau. Qu'est-ce qu'on entend par ressources en eau ? L'eau verte, qui est une nouvelle ressource, un nouveau concept qui est apparu dans le paysage scientifique il y a quelques années. On parlera des usages de l'eau, visibles et invisibles, à travers l'empreinte eau. On va parler des impacts et notamment du changement climatique, donc on parlera du futur. À partir de ce moment-là, on sera dans ce que j'appelle le fond de la courbe en U, donc au fond du trou. Hein, on ne sera pas très bien, un peu angoissé, mais on va rebondir, et c'est ça l'intention pour se projeter dans l'action, puisque à l'échelle individuelle et collective, on a plein de leviers à notre portée pour agir sur les enjeux de l'eau et d'une manière générale sur le climat et le vivant. Et donc, on terminera sur les voies de la régénération. Et voilà, je vous ferai un petit peu rêver avec le castor, évidemment. Alors, j'aime bien quand c'est dynamique, donc je vais vous poser quelques questions pendant la conf. On va commencer par une question assez simple, mais pas évidente quand même. À votre avis, quel est le pourcentage d'eau douce sur Terre disponible, accessible à l'ensemble de l'humanité? Quel est le pourcentage d'eau douce disponible? J'ai 3 ici, j'ai 3 là-bas, j'ai 3 ici, j'ai 1 ici, 4%, 1%, 2%, ok, 1%. Moins de 1%, bravo à celles et ceux qui ont levé le petit doigt. Effectivement, moins de 1%. Et ces moins de 1% sont essentiellement emprisonnés dans la glace. Alors là, ça fait le lien avec Heidi Sevestre, pour celles et ceux qui ont été là, qui est une amie aussi, qui est glaciologue. Et effectivement, le stock le plus important d'eau douce sur Terre est sous forme de glace, dans les calottes, dans les glaciers continentaux aussi. Le reste étant dans les nappes très profondes, supérieures à 1 km de profondeur. Et le reste, finalement, c'est moins de 1% d'eau douce qui est disponible et qu'on partage avec l'ensemble du vivant. Et dans ce moins de 1%, c'est encore une fois de l'eau qui est essentiellement présente sous terre, sous nos pieds, à moins de 1 km de profondeur. Là, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, ce sont que des stocks. Vous avez aussi appris à l'école les flux, hein, c'est le fameux cycle de l'eau qu'on apprend tous et qui est parfait sur cette image. Mais comme j'aime à dire, c'est un schéma, une représentation qui est incomplète. Incomplète pour 2 raisons. Déjà parce qu'on fait l'impasse sur une nouvelle notion qui est apparue dans le paysage scientifique, la notion d'eau verte. Qui connaît l'eau verte? Levez la main. L'eau verte.
L'eau verte, waouh. Et oui, eh bien, vous pourrez repartir ce soir avec cette définition de l'eau verte. Vous serez tous ravis de l'apprendre, j'imagine. L'eau verte, c'est toute l'eau qui est qui est dans le sol, qui est contenue dans le sol. Donc, on la mesure avec l'humidité des sols. Et elle est évapotranspirée par les plantes. L'évapotranspiration est un processus hydrologique qui a été découvert très tardivement dans les sciences de l'hydrologie, mais sans elle, en fait, sans évapotranspiration, il n'y aurait tout simplement pas de pluie sur les continents. C'est une évolution du vivant qui a permis de maintenir les pluies à l'intérieur des continents. J'y reviendrai juste après, mais cette notion d'eau verte, elle a été conceptualisée par Malin Falkenmark, qui est une hydrologue suédoise, et qui s'est rendu compte en fait qu'on échangeait de l'eau virtuelle à travers nos céréales et tous nos produits alimentaires à travers le monde. Et pourtant, donc, cette eau verte, on se l'approprie à travers l'agriculture, une grande partie par le pâturage. Et en fait, l'empreinte eau verte représente 85% de notre empreinte eau. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais cette eau verte est vraiment très, très importante et elle est en crise puisqu'on a dépassé les limites planétaires. Et donc, dans le côté subversif de cette conférence, c'est d'introduire les cycles de l'eau au pluriel, puisque, en fait, le cycle de l'eau qu'on a appris à l'école, c'est le grand cycle bleu. Et il faut voir qu'à l'intérieur de ce grand cycle bleu, il y a ces petits cycles de l'eau verte où l'eau est évapotranspirée par les végétaux, mais elle est reprise par les végétaux, le relief, etc., pour être reprécipitée, et ainsi de suite, jusqu'à l'intérieur des continents, elle est recyclée plusieurs fois. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. En 2010, Van der Ent a publié cette étude qui identifie les régions qui sont sources de pluie pour d'autres et qui détermine aussi l'origine des pluies. Alors, vous voyez ici que chez nous, en France, l'Ouest européen est influencé par le régime océanique. Nos pluies viennent de l'océan Atlantique et ça, c'est vrai pour la majeure partie de l'année. Par contre, on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui se passe au niveau saisonnier? Qu'est-ce qui se passe aussi à l'échelle locale? Et là, tout un pan de recherche s'ouvre à nous pour comprendre ce processus de recyclage de l'eau verte sur nos continents, dans nos régions et à l'échelle des saisons. Une fois que cette eau elle est évapotranspirée, elle est prise par les sols et la végétation, eh bien elle repart, comme je disais, dans l'atmosphère et elle va reprécipiter ailleurs. Et ici, sur cette carte, vous voyez, plus c'est rouge, en gros, plus les régions sont en rouge, plus ces pluies sont recyclées à l'intérieur de la région. Donc nous, on a quand même une partie non négligeable qui est recyclée à l'intérieur de la France et de la région européenne. Ça, c'est une première notion. Ça permet de voir qu'il existe ce qu'on appelle des bassins atmosphériques. Ce sont les bassins dans l'atmosphère, où on a des bassins de précipitation, sources de pluie, et les bassins d'évaporation, qui sont là où l'eau va être réutilisée pour être reprécipitée. Ça, c'est vraiment nouveau, et ça me tenait à cœur de vous le présenter ce soir, de montrer que dans les sciences de l'eau, ça évolue tout le temps, on apprend tout le temps des choses, et on le voit aussi bien sur la qualité de l'eau, on se rend compte de certaines substances qui arrivent et qui sont finalement dangereuses. Sur les processus hydrologiques, c'est pareil, on en apprend encore et on a encore besoin de faire de la recherche pour comprendre ces mécanismes. On va atterrir comme cette goutte d'eau, là cette fois sous forme d'eau bleue, donc une vraie goutte d'eau liquide, qui arrive à la surface du sol et qui a devant elle 3 destins possibles: s'infiltrer, s'évapotranspirer ou ruisseler. Si elle s'infiltre ou ruisselle, elle va être retenue, prise dans ce qu'on appelle un hydrosystème, donc une nappe, une rivière, une zone humide. Et tout ceci est contenu dans ce qu'on appelle le bassin versant. Le bassin versant, c'est la cuvette qui est délimitée par les reliefs, donc délimitée vraiment par les limites topographiques. Mais il existe d'autres types de bassins versants. Il y a les bassins hydrogéologiques, et chez vous, ça a plus de sens, on y reviendra par rapport au contexte karstique. Mais c'est important de voir qu'il faut définir ces termes, de voir que les choses se passent à l'échelle du bassin versant. Et donc chez vous, c'est un peu comme notre corps et le réseau sanguin, ce sont les hydrosystèmes. Donc en France, on a 6 grands districts qu'on appelle les districts hydrographiques
qui contiennent 4000 bassins versants. Et donc, chez vous, ici, c'est le Doubs, le bassin versant du Doubs, qui est frontalier aussi, franco-suisse, et qui est un affluent de la Saône et elle-même affluent du Rhône. Donc, le Doubs, qui est très important, sur une superficie de 7700 quelques kilomètres carrés, un bassin versant qui est en majorité agricole, occupé par des surfaces agricoles, de la forêt, un peu d'urbain autour de Besançon et Montbéliard, et 1% de la superficie du bassin versant occupée par les milieux aquatiques. Alors on va faire un petit pas de côté pour savoir d'où vous venez. Alors, qui vient de la source du Doubs, près de Pontarlier, Mout, ces coins-là? Oui, une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4, super. On a les sources dans la salle. Super, vous pourrez nous témoigner de comment va le Doubs à la source. Source de la Loue aussi, ça c'est une autre particularité, parce que la Loue est une résurgence du Doubs, dans sa partie amont. C'est-à-dire que le Doubs s'infiltre dans ce plateau calcaire karstique et ressurgit au niveau de la Loue. D'ailleurs, il a été découvert avec une histoire plutôt folklorique. On pourra en reparler. Mais c'est une particularité hydrologique, il faut le noter, c'est quand même assez exceptionnel. Et vous avez aussi donc, une grande diversité de milieux aquatiques entre les plateaux calcaires, des vallées plus encaissées, puis les plaines alluviales. Et donc, vous avez des zones humides, des tourbières et des plaines alluviales qui sont très riches en biodiversité. Et je vais continuer donc, la présentation sur les ressources. Passer maintenant du côté souterrain, puisque c'est une particularité chez vous. On a 3 grands types d'aquifères. Les aquifères, ce sont les roches qui contiennent de l'eau. On a les aquifères sédimentaires qui sont majoritaires en France, donc calcaires ou sédiments alluvionnaires. C'est ce que vous voyez en vert sur la carte en France. Donc ici, c'est le cas. Vous êtes sur un contexte alluvionnaire autour du Doubs et de ses affluents. Et il y a aussi les aquifères karstiques. Et là, ils ne sont pas représentés sur la carte, mais c'est typiquement votre région, les karstes. Ce sont des formations calcaires très poreuses, très trouées. Quand on me l'a appris à la fac, ma prof nous prenait l'image d'un emmental, ou gruyère, je ne sais jamais. Je confonds toujours les 2 fromages. Honte à moi. Mais c'est... Retenez que c'est une formation calcaire qui est trouée, donc avec une eau très chargée en calcaire, qui fait le bonheur aussi des installateurs d'adoucisseurs d'eau. Mais c'est donc une eau qui est particulièrement calcaire et qui a la particularité aussi, les karstes sont très pauvres en sol. Le sol à la surface d'un karst est très mince et donc on voit tout de suite quand il y a une pollution, ça se voit presque immédiatement dans les sources. Idem, quand il y a des manques de pluie, des sécheresses, eh bien les sources se tarissent beaucoup plus vite dans les systèmes karstiques. On a la même chose chez nous en Chartreuse, on a un grand karst, et c'est à la fois une chance, mais aussi une vulnérabilité. Et on a enfin les aquifères fissurés qui sont présents plutôt sur le massif armoricain et le massif central, donc hérités des temps volcaniques et très anciens. Voilà, pour les aquifères, les eaux souterraines sont très importantes. En France, le 2/3 de l'eau potable est puisée à partir des eaux souterraines. Et on préfère généralement aller chercher dans ces ressources-là, puisqu'elles sont théoriquement, je dis bien théoriquement, moins vulnérables aux pollutions de surface. Mais en fait, tout est connecté. Et c'est bien ça le problème. Et en même temps, une solution aussi. Les hydrosystèmes, ce que j'appelle hydrosystèmes, c'est un ensemble d'entités hydrologiques connectées. Donc les rivières, il faut savoir que les rivières, les plus importantes en tout cas, sont connectées à une nappe plus ou moins profonde. Et par exemple, la nappe du Doubs doit être normalement connectée à sa rivière, si bien qu'en hiver, lorsque le Doubs est en crue, eh bien, il alimente la nappe d'accompagnement et l'été, c'est l'inverse qui se produit, c'est la nappe qui alimente le Doubs, la rivière du Doubs et toutes les autres rivières. Et cette alimentation, elle est fondamentale, pas que pour les débits, mais aussi pour diluer les effluents de stations d'épuration, on y reviendra tout à l'heure,
et surtout pour apporter de la fraîcheur. Aujourd'hui, toutes les rivières qui souffrent de canicules, puisqu'elles souffrent comme nous des canicules, elles reposent sur cette connexion entre la rivière et la nappe d'accompagnement. C'est la nappe qui va refroidir la rivière, tout comme les sources. Donc c'est important de maintenir cette connexion et on verra plus tard qu'elle est fortement altérée. Donc on a cette continuité longitudinale, amont-aval, et latérale aussi, puisque plus la rivière a de l'espace sur les côtés, plus elle peut se connecter à sa ripisylve, la ripisylve étant la forêt qui borde les cours d'eau, et sa nappe alluviale. Et on a aussi donc cette fameuse continuité verticale ou hydrogéologique, nappe-cours d'eau. Voilà, donc ça permet déjà d'introduire toute la complexité de cette affaire. Les hydrologues sont celles et ceux qui modélisent la réponse hydrologique des rivières par rapport à une pluie. Mais on a souvent, je crois, confondu les rivières à des sortes de canaux ou chenaux qui évacuent l'eau le plus vite possible. Quand on nomme cours d'eau ou rivière, on dit que ce sont des cours d'eau qui drainent le bassin versant. Ça veut déjà tout dire. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une optique d'évacuer l'eau le plus vite possible du bassin versant. On reviendra plus tard sur cette affaire, mais c'est important de voir qu'une rivière en bonne santé, c'est une rivière qui est connectée à son hydrosystème. Et un hydrosystème, c'est très évolutif, c'est profondément évolutif. Une rivière, quand on se dit, allez, on va essayer de dialoguer avec la rivière, on va essayer de faire avec la rivière, eh bien en fait, on ne parle pas du tout le même langage. Les rivières, elles sont sur des milliers, centaines de milliers, millions d'années. Et ces évolutions, elles sont sur ces échelles-là, ces échelles de temps géologiques. Mais elles bougent quand même et elles sont vraiment caractérisées par des processus d'incision, d'élargissement, d'aggradation, etc. Et ça, il faut vraiment le comprendre, que ces rivières-là, pour moi, la rivière que vous voyez ici, c'est une rivière qui est en bonne santé. Dans notre imaginaire collectif, on imagine souvent une rivière dans son chenal, dans ses rives, qui est stabilisée, ne bougera pas à l'échelle humaine, alors qu'en fait, elle est profondément mobile et vivante. J'y reviendrai plus tard, mais c'était important pour moi de vous définir un peu mon univers et ces nouvelles choses, ces nouveaux concepts qui sont autour de l'hydrologie, pour ensuite aller vers les solutions autour de l'hydrologie régénérative. Alors, à ce stade, je pense que je vous ai peut-être déjà perdu dans un méandre, je ne sais pas, mais je recontextualise le propos par rapport à des questions qu'on peut se poser, parce qu'on est un peu perdu, je ne sais pas vous, mais j'entends beaucoup de personnes qui me disent « mais je ne comprends pas, Charlène, on était en sécheresse, la même année on est en inondation, en crue, qu'est-ce qui se passe quoi ? Qu'est-ce qui se passe entre les pas assez d'eau et les trop d'eau ?» Et surtout, s'il n'y a pas de problème d'eau, de manque d'eau, puisque l'eau se recycle à l'infini dans ce grand cycle de l'eau. Donc on ne manquera pas d'eau, quoi. Donc tous ces impensés, toutes ces questions-là me prouvent aussi qu'on a une grande méconnaissance sur les enjeux de l'eau et que ces extrêmes de trop d'eau, de pas assez d'eau, sont, on va dire, les deux faces d'une même pièce, quoi. C'est un cycle de l'eau qui est dégradé, on va le voir ensuite après, mais il faut aussi reprendre les bases, à savoir que la question du partage de l'eau dépend de trois choses. La répartition spatiale. Déjà, on verra en France, on l'a vu un peu, qu'entre le sud et le nord de la France, on n'a pas du tout la même quantité d'eau douce disponible. La répartition saisonnière aussi, entre l'hiver et l'été, pas du tout la même chose non plus. Donc on doit faire avec les cycles de l'eau et les régimes hydrologiques et les activités humaines qui posent problème quand leur demande est supérieure à la quantité d'eau douce disponible et accessible sur l'hydrosystème et à une période donnée. Donc ça, c'est important de le voir, puisque c'est quand on va dire, tous les désordres et les conflits autour du partage de l'eau résultent souvent d'une méconnaissance de ces trois facteurs-là. Et donc c'est pour ça qu'on reprend un peu à la base, et je vais maintenant rentrer dans le chapitre des usages et de l'empreinte eau. Et je vais commencer en citant mon ami Éric Orsena, qui est un célèbre académicien français qui a écrit de nombreux livres sur l'eau. Le dernier qui s'appelle « Le fleuve qui coule en nous » et un nouveau pour les plus petits. Donc il nous dit une chose assez intéressante, qu'un fleuve est un miroir de la société. Dis-moi
Comment tu produis l'eau, si tu la respectes, à quel prix, qui en profite, et je te dirai très clairement à quel type de société tu appartiens. Ça laisse à méditer. Et en France, dans un contexte national, il faut voir que notre dépendance à l'eau, notre miroir de l'eau, si je puis dire, il est énergétique. Plus de 50% des eaux prélevées, donc 16 milliards de mètres cubes d'eau chaque année, sont prélevées dans les fleuves pour refroidir les centrales nucléaires en circuit ouvert. Essentiellement en circuit ouvert. En circuit fermé aussi. On a surtout besoin d'eau pour produire notre électricité d'origine nucléaire. Ensuite, on a l'eau potable, 16%, 5,6 milliards de mètres cubes d'eau. Ensuite, les canaux de dérivation, l'agriculture, puis l'industrie. Donc ça, ce bilan à l'échelle nationale et annuelle ne veut pas dire grand-chose. Déjà, il faut mieux regarder ce qui se passe à l'échelle des bassins versants, des sous-territoires. Et vous voyez sur le Doubs, si vous vous reconnaissez, vous êtes essentiellement concerné par des canaux, puisque le Doubs est dérivé à plusieurs endroits pour alimenter des canaux de dérivation, transport fluvial notamment. Mais vous avez aussi de l'eau potable, etc., etc. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on n'a toujours rien dit. Ça, ce sont les volumes prélevés. On va regarder un peu plus dans le détail chez vous, mais vous aurez cette présentation, je ne vais pas m'attarder, mais à l'échelle de la métropole, donc comme je disais, essentiellement des canaux, ensuite l'eau potable, et cette eau, elle est captée un peu partout, autour du Doubs, mais aussi dans les sources karstiques. On va continuer dans cette question des prélèvements. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure là, c'est l'eau qui est prélevée, mais l'eau peut être aussi restituée dans la rivière, au plus proche. Et là, l'eau qui n'est pas restituée, qui ne revient pas directement, c'est de l'eau qui est consommée. Et c'est vraiment là le problème, quand on a des consommations qui s'accumulent et qui vont jusqu'à assécher certains hydrosystèmes. En France, donc, si on repart des chiffres à l'échelle nationale, on consomme 5 milliards de mètres cubes d'eau, et c'est essentiellement pour l'agriculture, 55%. Et sur ces 55%, donc la moitié, c'est essentiellement pour du maïs, à plus de 50% aussi, du maïs qui n'est clairement pas destiné à la consommation humaine. Vous voyez ce que je veux dire. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, on a les pertes dans les réseaux d'eau potable. 1 milliard de mètres cubes d'eau à l'échelle nationale. Donc 1 litre sur 5 est perdu dans les fuites et ne revient pas directement dans la rivière. Puis ensuite, on a, cette fois, ces centrales nucléaires en circuit fermé. Les circuits ouverts, elles prélèvent beaucoup d'eau, on les a vues, elles sont surtout sur le Rhône. Et celles qui sont en circuit fermé, elles prélèvent beaucoup moins d'eau, mais elles en consomment plus puisque l'eau repart via les tours aéro-réfrigérantes. Et donc, c'est celles qu'on retrouve sur la Loire, sur la Garonne, sur la Seine, et qui probablement remplaceront celles qui sont sur le Rhône en circuit ouvert. Donc, finalement, ce que vous voyez sur cette carte, c'est celle-là qui m'intéresse vraiment. C'est le pourcentage d'eau douce consommée sur la saison estivale, c'est-à-dire là où on a le moins d'eau. Et vous voyez que tous les territoires qui sont entre la Vendée et toute la façade atlantique, jusqu'à l'Adour-Garonne, en fait, ils consomment plus de 80% de la ressource en eau disponible. Ça veut dire qu'ils sont déjà en stress hydrique. Et ça, ce sont des chiffres de 2008 à 2018, sans compter le changement climatique. Le changement climatique, là, on est à plus 1 degré, hein, mais on est déjà en stress hydrique. En France, donc, c'est plutôt sur l'Est, a priori, vous ne l'êtes pas encore, mais ça demande aussi à approfondir avec des études. Ça n'enlève pas les conflits d'usage, hein, évidemment, mais quand on regarde juste les indicateurs, voilà, on est déjà en stress hydrique sur une bonne partie de la France. Et on reviendra sur les questions des arrêtés sécheresse. Alors, on va se projeter à 2050, donc là c'est une étude de France Stratégie qui a établi plusieurs scénarios d'évolution des prélèvements et des consommations dans plusieurs territoires en France. Et en clair, ce qu'il faut retenir, donc je vous invite à aller voir hein, sur leur site internet, ils ont vraiment traduit ça de manière assez remarquable et pédagogique. On a trois scénarios. Scénario tendanciel, business as usual, on ne change rien. Les scénarios politiques publiques, loi du plomb, etc., ça rentre là-dedans. Scénario de rupture, où là, en fait, on est vraiment parti sur, on change de modèle agricole,
avec 100% des surfaces agricoles utiles en agroécologie. On ne construit pas de nouvelles retenues pour l'irrigation agricole, ou les grosses retenues. Et on change de modèle énergétique avec un axe de sobriété très très fort. Donc ça, ces scénarios, vous voyez bien que plus on se dirige vers ce scénario de rupture qui est proche de celui de l'ADEME, eh bien, plus on arrive à économiser de l'eau et réduire les consommations par rapport à 2020. Et en fait, j'ai envie de dire, on n'aura presque pas le choix avec le changement climatique puisqu'on va avoir des fortes tensions et des phénomènes de manque d'eau sur ces territoires. Mais ça donne à voir quand même déjà l'éventail des possibles. Et sur ce territoire qui est le vôtre, des potentielles baisses de consommation si un modèle de sobriété énergétique et alimentaire pouvait être déployé. Alors, cette étude est super, elle est très riche, elle est géniale, mais elle peut aussi faire l'impasse sur peut-être des nouveaux usages, des nouveaux besoins qui vont aussi consommer de l'eau. Je parle notamment du numérique, avec l'apparition, on le voit, c'est très médiatisé aussi, des data centers qui prélèvent de l'eau, qui consomment de l'eau aussi, et aussi la fabrication de puces électroniques en Isère avec STM Microélectronique qui va doubler sa consommation en eau. L'extraction de lithium aussi pour électrifier le parc automobile. On a choisi une souveraineté en termes de minerais et on va ouvrir probablement une mine de lithium dans l'Allier, une autre probablement en Alsace. Donc je disais les refroidissements des data centers et la neige artificielle, mais ça me concerne plus, c'est plus en montagne. Mais c'est aussi des nouveaux besoins qui apparaissent et qui induisent des tensions, voire des conflits d'usage sur les territoires. Donc là, tout ce que je vous ai dit, je vous ai parlé d'eau bleue, juste l'eau bleue. On va parler maintenant de l'empreinte eau, et petit quiz, là je vous réveille. Quelle est, à votre avis, l'empreinte eau d'un Français ? Combien de litres d'eau par jour pour l'empreinte eau d'un Français ? Si on compte tout, l'alimentation, l'énergie, tout ça. 500, qui dit plus ? 5000, bingo. Allez, on va pas tergiverser, sans tricher. 5000 litres d'eau par jour, c'est l'équivalent de 25 baignoires chaque jour pour répondre à tous nos besoins. Je vous le donne dans le mille, c'est de l'eau qu'on mange. Je crois que ce chiffre-là fait toujours son effet. Et c'est au bas mot. C'est au bas mot. Il existe plusieurs méthodes. Ça, c'est la méthode qu'on dit volumétrique, qui fait la somme de l'empreinte eau verte, eau bleue, eau grise. Il y a une autre méthode qui est basée sur l'analyse de cycle de vie. Et là, on est plutôt sur 10 000 litres d'eau par jour. 50 baignoires. Donc sans tenir compte de l'eau verte. C'est énorme. On ne se rend pas compte. On pense souvent que, voilà, alors, et c'est très important, il faut faire ces éco-gestes à la maison. C'est hyper important, surtout pour les réductions des fuites, etc. Mais l'empreinte eau, c'est immense en fait, c'est vraiment énorme. Et c'est essentiellement lié à notre alimentation. 80% de notre empreinte eau, comme je le disais tout à l'heure, c'est de l'empreinte eau verte. Et c'est surtout des produits agricoles. Et si on regarde dans le détail, donc ça, ce sont les chiffres du Water Footprint Network international, qui ont fait une super plateforme en ligne aussi. 37% de l'empreinte eau, c'est de la viande. Ça provient de là. On y reviendra, c'est un débat, cette question du régime alimentaire, mais c'est important et vous verrez tout le long en fait que cette question de l'agriculture et de notre modèle alimentaire est centrale. Merci. Allez, on rentre dans ce que j'appelle le tunnel noir de la présentation. Donc restez accrochés, ça va bien se passer. On va essayer de faire en sorte que ça soit pas trop douloureux. Mais on va voir là un peu vraiment tous les désordres de fond qu'on a occasionnés sur les grands cycles de l'eau. Sur la question de l'eau verte, j'appelle à la barre le changement de couverture et d'usage intensif des sols, l'appropriation de l'humidité des sols, par l'agriculture notamment. Ensuite, sur l'eau bleue, dans la famille eau bleue, les stockages artificiels, les aménagements hydrauliques, les prélèvements et les consommations, on vient de les voir, et
sur l'eau grise, les pollutions directes et diffuses. On va rentrer dans chacune de ces catégories, d'eau verte, d'eau bleue, d'eau grise. Mais tout ça, vous voyez bien, c'est avant le changement climatique. Le changement climatique, il va venir exacerber, amplifier, intensifier tous les désordres de fond qui sont déjà présents sur les hydrosystèmes. C'est vraiment très très important de le voir et volontairement je le mets dans cet ordre-là pour voir ensuite qu'est-ce que va nous apporter le changement climatique sur les hydrosystèmes. Alors, sur l'eau verte, eh bien, on va le faire en image, au moins c'est simple. Plutôt que d'avoir ces paysages bocagés, avec des haies, avec des prairies pâturées ou non pâturées, des zones humides, eh bien, on a tendance en France à casser ces prairies pour en faire de la monoculture de céréales. Et ce changement de sol, en fait, va modifier la variation naturelle de l'humidité des sols. Et si ces pratiques agricoles sont intensives, dans le sens où il y a un surlabour, utilisation d'engrais de synthèse et de produits phytosanitaires, eh bien, le sol s'appauvrit, est moins structuré, voire même peut développer ce qu'on appelle une croûte de battance en surface, où l'eau de pluie ne peut plus s'infiltrer, et elle est évacuée, ruisselée, et elle emporte avec elle le sol, et donc du carbone, malheureusement. Mais ça, c'est une première modification qui est majeure et qu'on n'a pas encore quantifiée à l'échelle nationale, mais qui est vraiment très très importante. Plutôt que d'avoir ces magnifiques tourbières comme vous pouvez avoir chez vous, qui sont des incroyables stocks de carbone naturel et stocks d'eau, eh bien, on a tendance, c'est pas du tout ça que je voulais faire, on a tendance à, pareil, les grignoter, les artificialiser pour tout un tas d'infrastructures routières, pour le logement, etc. etc. Et plutôt que d'avoir des forêts denses et diversifiées, eh bien, on a, et ouvertes aussi, on a tendance à cultiver de manière intensive le bois. Alors la forêt, on en a un peu parlé là, déjà en introduction, c'est vrai qu'on a une surface forestière qui a doublé au cours du dernier siècle, mais qui ne présente pas non plus tous les marqueurs de bonne santé des écosystèmes forestiers. Et on a tendance, en même temps que les cultiver de manière intensive, à les raser complètement pour explorer ce qu'il y a dans le sous-sol. Donc ça, c'était tout ce qu'on voyait déjà sur l'eau verte. Sur l'eau bleue, plutôt que d'avoir à la source des torrents de montagne, on les transforme en stock dans les immenses barrages. Et en plaine, on a ces fameuses méga-bassines ou ouvrages de substitution, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est pas trop, là c'est plus sur la plaine et pas dans les mêmes contextes de montagne. Mais en tout cas, retenez qu'ici, c'est le stockage qui induit une altération très forte des hydrosystèmes, puisque l'eau qui est stockée, non seulement elle ne s'écoule plus ou elle est retardée dans son écoulement, mais aussi elle est soumise à évaporation. Donc ce qui est soumis à évaporation de manière artificielle est considéré comme une consommation. Et c'est de plus en plus important avec l'augmentation des températures liées au changement climatique. Là, vous voyez une magnifique rivière en tresse au milieu. Donc c'est une rivière typique de montagne, c'est plaine en tresse. Elles sont en voie de disparition en France. Il en reste plus que quelques-unes dans les Alpes, quelques-unes en Pyrénées, mais il faut savoir que la plupart de nos rivières ont eu ce style fluvial et malheureusement, elles sont transformées en ce que j'appelle des autoroutes à eau. Là, vous voyez ici, c'est sur la plaine de la Bassée, la Seine qui a été mise à grand gabarit. Elle a perdu 10 km linéaires en 150 ans d'aménagement, puisqu'on l'a rendu navigable, mais surtout, on a exploité ces graviers sur les côtés, dans son lit, parce qu'on a fait des anciennes gravières, qu'on les voit sur la droite, là, et on a largement, en fait, scindé les méandres, on les voit aussi sur cette image, les anciens méandres de la Seine, les anciennes boucles. Alors vous en avez gardé, fort heureusement, sur le Doubs, mais il faut savoir que la plupart des rivières et grands fleuves en France ont perdu leurs méandres. Et donc,
si on rétrécit les rivières, on accélère l'écoulement en surface. L'eau va beaucoup plus vite. On a aussi évidemment les centrales au fil de l'eau, centrales hydroélectriques au fil de l'eau, qui se marient plutôt bien avec le reste. On a vu déjà les prélèvements et les consommations, je n'y reviendrai pas, et on va rentrer dans le chapitre angoissant des pollutions. Donc, la première chose, c'est qu'on a en France la chance, depuis 1964, la première loi sur l'eau qui a instauré le régime les agences de l'eau, les établissements publics qui permettent de redistribuer sur une partie de la facture d'eau de l'argent aux collectivités pour s'équiper en stations de traitement pour l'eau potable, mais aussi pour l'assainissement et stations d'épuration. On a, grâce à ça, vraiment amélioré les rejets des stations d'épuration, amélioré la qualité des milieux aquatiques, mais on se rend compte qu'il y a certaines choses que déjà les stations d'épuration au départ ne traitaient pas et qu'il faut mettre aux normes. Et ce qu'on voit apparaître avec l'été, les étiages, donc les périodes de basses eaux qui sont plus intenses, des eaux qui se réchauffent. Les eaux qui se réchauffent sont moins oxygénées, donc il y a une concentration des nutriments, concentration des polluants et apparition de ce qu'on appelle les cyanobactéries ou les algues qui peuvent poser problème d'un point de vue sanitaire, jusqu'à interdire carrément la baignade. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas anodin et qu'on voit apparaître même jusqu'à la source. J'habitais à Annecy, sur la plaine du Fier, en été, sécheresse, on interdit la baignade à cause de ces phénomènes-là. Donc ça demande vraiment à pousser les traitements des stations d'épuration, mais aussi à travailler sur cette question des débits dans les cours d'eau en été. Ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître. Autre chose, évidemment, l'agriculture, qui est fort pourvoyeur de produits en tout genre, on y reviendra, et qui a l'apparition à l'origine des fermetures de captage d'eau potable, plusieurs centaines par an en France, quand même. Et puis, l'apparition de phénomènes d'eutrophisation, comme je disais, avec les stations d'épuration. Les industries aussi peuvent évidemment rejeter un bon nombre de polluants qu'on dit aussi éternels, puisqu'ils se dégradent très très lentement et se combinent avec d'autres polluants aussi, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Et les eaux pluviales aussi apportent avec elles tout un lot de macrodéchets, d'hydrocarbures, de micropolluants en tout genre. Donc l'effet cocktail, justement, c'est quelque chose qui est mesuré aujourd'hui avec un indice. Et on a, autant du côté des pesticides que les autres substances dangereuses, une tendance à l'augmentation de ces polluants. On a un adage dans le métier, c'est plus on cherche, plus on trouve. C'est simple, hein. Donc les PFAS, en fait, ils étaient déjà là avant, on le savait. Mais maintenant, on le sait et on le cherche. Et donc, forcément, plus on le cherche, plus il y a des problématiques de conformité et de qualité de l'eau au captage qui demandent un traitement plus poussé ou une dilution avec d'autres sources. On y reviendra tout à l'heure. Les pesticides et les autres substances dangereuses, elles s'accumulent et on voit une tendance à l'augmentation, voire une inversion dans certaines régions. Et ça, c'est malheureusement pas près de se résorber. Et il faut comprendre que cet effet cocktail, c'est quelque chose qui est pareil, très nouveau. Et dans les sciences, on a du mal encore à évaluer l'impact sur la santé humaine et les écosystèmes de la combinaison de ces substances, et notamment les résidus de pesticides, les métabolites de pesticides, qui peuvent être parfois plus dangereuses que les substances mères. Allez, je ferme le chapitre angoissant et je vais aller vers un autre chapitre angoissant. Mais promis, je m'arrête après. Alors, je vous disais en introduction qu'on a franchi ces limites planétaires. Je vous renvoie vers cette étude. En clair, on a franchi les 2 limites planétaires de l'eau douce, l'eau verte, l'eau bleue, et ce depuis le début du XXe siècle. À l'échelle mondiale, on a franchi ces 2 limites planétaires, c'est-à-dire que les sols sont trop secs ou trop humides, et les rivières sont soit trop sèches, soit avec des débits très importants, liés aux crues extrêmes. Donc ça, ces 2 extrêmes, en fait, sont déjà enregistrés par les chercheurs du Stockholm Resilience Center notamment. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais je vais atterrir en France sur cette question du changement climatique. Donc,
on le sait, je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes déjà très informés. Et donc, le changement climatique va impacter les cycles de l'eau. Donc, clairement, avec l'augmentation des températures, on a à l'échelle planétaire une augmentation du phénomène de gaz à effet de serre, augmentation des températures, dilatation thermique des océans, élévation du niveau marin, mais aussi sur les continents, une augmentation de l'évaporation et de l'évapotranspiration des végétaux. Donc, cette demande évaporatoire plus importante va induire des stress hydriques, des sécheresses des sols, des sécheresses hydrologiques et des sécheresses hydrogéologiques dans les eaux souterraines. Et on va avoir aussi, donc, à l'échelle planétaire, une répartition différente des précipitations. Donc, clairement, des zones qui vont s'assécher. C'est le cas du pourtour méditerranéen et une augmentation de la pluviométrie dans d'autres régions, à l'échelle annuelle. Donc, chez nous, en France, on va avoir quelque chose d'assez on va dire particulier, mais encore incertain. Ce qui est certain, c'est que plus les gaz à effet de serre augmentent, plus la température augmente, ça c'est sûr. Mais pour les scénarios de pluie, c'est assez incertain. Donc, des chercheurs ont travaillé pendant 3 ans sur un programme qui s'appelle Explore 2 et qui a exploré 4 narratifs, 4 trajectoires climatiques par rapport au choix des gaz à effet de serre, mais aussi des répercussions sur les scénarios climatiques. Et je vais vous en présenter la synthèse, sans être trop précise. Il faut retenir qu'en France, donc là c'est la carte à l'échelle annuelle, sur la France métropolitaine, on a quelque chose qui est assez coupé en deux finalement, une limite nord-sud assez nette, avec une baisse des débits moyens, donc le débit qu'on mesure dans les rivières toute l'année, une baisse des débits moyens à l'échelle annuelle sur le sud de la France, la moitié sud, et ça, c'est lié à ce phénomène d'assèchement du pourtour méditerranéen. Et ensuite, ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout à l'échelle saisonnière, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, eh bien, l'été, tout le monde sera concerné, sauf peut-être une petite frange nord de la France, mais globalement, tout le monde sera impacté par les étiages sévères, donc une diminution des débits dans les cours d'eau. Et quand je dis diminution, c'est plus de la moitié, 40% à 50% des débits d'étiage en moins dans les cours d'eau. En fait, je suis en PLS quand j'ai ces chiffres-là, mais je comprends que ça ne puisse pas forcément vous parler, mais c'est énorme. Voilà. C'est énorme, c'est-à-dire que là, on va vraiment se poser la question de où est-ce qu'on va donner l'eau ? Pour l'énergie, pour l'alimentation, pour l'eau potable, pour le tourisme, pour l'industrie. Et clairement, avec moins 40 à moins 50% de débit d'étiage dans les cours d'eau, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est dit. Et le problème, c'est que ces étiages vont se prolonger l'automne. Donc ça, c'est aussi une découverte, c'est que les étiages vont mordre sur septembre-octobre. Et la période de recharge des nappes, elle commence donc en octobre et elle se termine jusqu'en mars. Et on va s'apercevoir qu'avec le réchauffement climatique, avec ces sécheresses qui vont être plus longues et aussi des hivers qui seront plus courts et des printemps plus précoces, ça diminue la fenêtre de recharge des nappes. Donc c'est vraiment ça qui va se passer, c'est qu'on va avoir moins d'eau dans les eaux, les aquifères pour les recharger. Alors ça c'est vrai surtout pour la plupart des aquifères, mais peut-être un peu moins sur l'aquifère parisien, qui apparemment, lui, va pouvoir bénéficier des pluies plutôt abondantes en hiver. Mais l'aquifère parisien va être, on va dire, il y aura plus de soucis sur la question de la qualité de l'eau. Bref, on n'est pas à Paris ici, pardon, mais je voulais aussi dire que ces constats-là sont toujours à situer localement. Donc, en synthèse, cette France qui sera vraiment coupée en deux aura des débits à l'année qui vont diminuer dans la moitié sud, et chez vous aussi un peu. Mais ce qui va être surtout marquant, ce sont ces étés qui vont être chauds et secs, avec une remontée donc, de ce régime méditerranéen. Et donc, ça veut dire aussi le pendant inverse, c'est-à-dire qu'on aura des sécheresses plus longues et intenses, mais aussi des épisodes pluvieux
plus concentrée dans le temps et plus intense autour de la saison hivernale. Donc, en clair, si on récapitule, des sécheresses météo, des sécheresses des sols plus récurrentes, plus généralisées, plus intenses, qui vont conduire aux sécheresses hydrologiques, moins 40% dans les débits d'été, des assecs, des cours d'eau qui se réchauffent, des recharges de nappes décalées, donc en augmentation sur une partie du nord, mais en baisse sur la partie du sud. Un autre sujet, mais ça ne vous concerne pas, c'est le phénomène d'intrusion d'eau salée sur tout le littoral et la mer Méditerranée, qui condamne déjà certains captages d'eau potable. Et tout ça va conduire à des conséquences socio-économiques. Et ce qui est bon de rappeler, c'est que tout le monde dépend de l'eau. Toute notre économie est irriguée par l'eau douce. On l'a vu tout à l'heure. Donc, avec moins d'eau, eh bien, il y aura tout simplement moins de croissance économique. Et ça, c'est un fait, n'en déplaise à certains qui pensent le contraire. Mais c'est surtout l'agriculture qui, malheureusement, va pâtir de ce manque d'eau, avec des baisses de rendement, une baisse du cheptel, des ruptures d'alimentation en eau potable. Certaines communes, déjà, commencent à geler les permis de construire quand il n'y a plus assez d'eau. Donc on en est là. Et il y a aussi ce phénomène de risque de retrait-gonflement d'argile. Les maisons qui sont construites sur des terrains argileux sont fissurées. Ça coûte très cher. En 2022, c'était 3,5 milliards d'euros de dégâts qui a quand même augmenté la note des assureurs qui tirent la sonnette d'alarme. Et donc certains élus, pareil, ne pourront plus construire sur certaines régions qui sont trop sinistrées. Baisse de la production électrique, baisse de la production industrielle, trafic fluvial ralenti. Et dans tout ça, on espère encore pouvoir remplacer notre parc automobile en véhicules électriques lithium made in France. Est-ce que ça va ? 21h33, j'ai encore 20 minutes pour vous donner de l'espoir. Non, très sérieusement, c'est bon. Alors, je sais que vous êtes là et que vous êtes déjà sans doute convaincus, mais c'est bien aussi de comprendre, d'aller un peu plus loin sur certaines données, rappeler les données, toujours les données, les faits, pour ensuite ouvrir ces espaces de dialogue et d'action. Mais je sais qu'ici, vous êtes déjà en action, mais c'est important de le redire. Et personnellement, moi, ce n'est pas non plus facile tous les jours. Et je crois qu'il faut aussi admettre qu'on ne sait pas. Et les scientifiques, malgré la recherche, malgré tout ce qu'on peut faire, c'est pas facile tous les jours parce qu'on navigue dans cette incertitude. Et je crois que c'est vraiment ça que doit nous apporter ce changement climatique. C'est aussi cette humilité de ne pas savoir et de dire on doit faire des choix, quoi qu'il en coûte, en fait, des mesures sans regret, quelle que soit la trajectoire climatique. Il faut vraiment changer nos modes de vie puisque tout simplement, en fait, on voit bien, ça ne tiendra pas. Donc c'est vraiment une question de choix et c'est maintenant que ça se fait, ça se produit. Et la bonne nouvelle, donc, c'est qu'on peut agir. Et on peut vraiment faire plein de choses. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais avant de... Alors, si je vais le dire quand même. Je vais quand même rentrer un petit peu dans ces fameux triangles de l'inaction. Parce que, de mon expérience personnelle, je salue toute ma famille au passage, dont mon frère qui est à Pontarlier d'ailleurs, mais qui n'a pas voulu venir ce soir à Besançon. Je le retiens. Mon frère qui est pêcheur à la mouche, c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui ce soir, parce que c'est avec lui que j'ai parcouru les rivières, notamment dans le Jura, puisqu'on a grandi à Dijon. Et en fait, c'est vrai qu'il a... c'est pas pareil, pardon. Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté. Non mais pour vous dire, en fait, tous les étés, on allait dans le Jura, parce que quand même, Dijon, c'est... Ah. C'est bon. Donc vous les connaissez, mais voilà, les cascades du Hérisson qui ressemblent plus vraiment à ce que j'avais dans mon souvenir d'enfance. On y allait tout le temps et on allait souvent pêcher là, dans le coin. Et voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que dans nos cercles proches, c'est souvent difficile de parler de ça.
Et je vous donne juste une petite clé parce que c'est important pour moi de comprendre que ce n'est pas qu'en rabâchant les chiffres, les faits, les choses, que ça finalement conduit à un changement. Il y a vraiment tous les aspects cognitifs qui sont majeurs, importants. Et là, je renvoie la balle en fait à tous les experts de cette question de la théorie du changement de comportement. Et en tout cas, nous, sur les projets pilotes d'hydrologie régénérative, on s'appuie vraiment sur ça pour pouvoir provoquer le changement dans les pratiques agricoles. Et ce que je voulais dire par là, c'est que si on reste figé dans ce triangle de l'inaction ou dans le triangle du conflit, parce que c'est la même chose, hein, le triangle du conflit, vous savez, interpersonnel ou personnel, victime, bourreau et sauveur, en fait, ça ne conduit à rien. On n'est pas plus victime que bourreau ou sauveur si on veut sortir de cette situation. Donc, je vous invite vraiment à approfondir ces notions-là pour en parler calmement, tranquillement autour de vous. Et je peux en témoigner, voilà, en tout cas dans mon cercle proche, il y a eu des changements et ça fait du bien. Ça prend du temps, mais ça fait du bien, il faut le reconnaître. Alors, mais il reste toujours des questions. Des questions sur, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on stocke l'eau et comment on la stocke? Parce que c'est vrai qu'il va falloir la stocker, mais pas n'importe comment. Et quand on parle de stockage, tout de suite, on pense à ça. On pense aux ouvrages de substitution pour l'agriculture ou les retenues collinaires pour la neige de culture. Bon, il faut savoir que ces ouvrages sont dimensionnés par rapport à des besoins. Et ces besoins, notamment pour l'agriculture, sont calculés sur la culture de maïs. C'est vraiment à partir de ça qu'on définit le volume d'eau à stocker. Donc, de base, je veux dire, le projet est biaisé par la demande en eau. Et il y a un autre fait là-dessus sur cette question de la maladaptation des grands stockages, c'est que ces ouvrages de substitution sont alimentés par des eaux souterraines qui sont donc fraîches, en souterrain et bien connectées normalement à la rivière, et qu'on les stocke en fait dans ces ouvrages et soumises à évaporation. Donc c'est une consommation qui ne permet pas d'alimenter la rivière. Il y a un risque d'effet rebond qui est très fort aussi, c'est-à-dire que quand on met le doigt dans ce modèle-là, donc il faut rentabiliser ensuite cette retenue, on va créer des nouveaux besoins et induire des effets rebonds assez forts. C'est ce qu'on a pu voir dans le modèle espagnol et californien. Et finalement, d'investir dans ces ouvrages-là, ces grands ouvrages, eh bien, fige un modèle par rapport à une demande, par rapport à un modèle économique et rend la transition plus difficile. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête quand on parle de ces ouvrages de stockage. Donc si on veut stocker, ok, mais d'abord dans les paysages, et ça c'est vraiment on va dire la chose la plus forte qu'on essaye de maintenir avec l'hydrologie régénérative, c'est d'abord stocker dans les sols, les hydrosystèmes et les paysages. Donc si on veut agir véritablement dans nos sphères individuelles et collectives, on peut agir chez soi, en s'interrogeant sur l'eau potable, sur les eaux usées, sur ce que je peux faire dans mon jardin si j'ai un jardin. La deuxième étape, le deuxième palier, c'est au niveau de l'empreinte eau par rapport à son alimentation, l'impact de nos vêtements, du numérique, de l'énergie, de la mobilité, tout ça a des impacts sur l'eau, de manière virtuelle ou directe. Et puis dans ma vie, évidemment, je peux m'engager en améliorant mes connaissances, c'est ce que vous faites ce soir, et merci pour ça. La question de l'argent aussi, l'argent et l'assurance, c'est un vrai sujet, selon où vous mettez votre argent, puisque les banques et les banques françaises, dans la grande majorité, ont toujours un portefeuille très carboné, et donc on a intérêt de décarboner notre portefeuille pour maintenir des climats habitables et surtout éviter le scénario catastrophe que je vous ai dépeint tout à l'heure. Le vote, là c'est la deuxième carte super pouvoir que vous avez dans vos portefeuilles, mais la carte de vote, c'est aussi un vecteur de changement immense. Et on terminera par les rivières et comment on peut s'engager à travers les rivières. Donc là, je défile, je suis désolée, mais parce que je suis prise par le temps, j'aimerais vous donner de l'espoir et plein de pistes aussi de solutions collectives. Mais comme je le disais, vous aurez accès à ce diaporama pour revenir dessus. Et ce changement de paradigme que j'appelle de mes voeux, il appelle 3 verbes d'action.
D'abord, un verbe d'inaction, finalement, qui est celui de ralentir. Ralentir nos modes de vie, c'est comme ralentir la goutte d'eau sur un bassin versant. C'est vraiment la même chose. Régénérer et faire alliance. Et le mot régénération, c'est la troisième pierre à l'édifice face au changement climatique. On a parlé d'atténuation, d'adaptation. Et je dirais que la régénération, c'est arriver à faire alliance en partageant les modes d'action avec les autres qu'humains. Déjà, entre humains, si on y arrive, c'est déjà bien. Mais si on invite dans nos actions les autres qu'humains, l'intelligence non humaine, eh bien là, on est dans une logique régénérative. Et c'est vraiment de ça dont j'aimerais vous parler ce soir avec la mascotte, qui est évidemment le castor. Le castor, Castor fiber, c'est donc une espèce qui a vécu sous nos latitudes pendant des millions d'années. Il a 8 millions d'années d'expérience de la rivière et le jour où j'ai lu, et je vous invite à le lire, Rendre l'eau à la terre de Baptiste Morisot et Suzanne Yoski, qui m'a littéralement couchée. J'ai fermé le bouquin, j'ai dit ok, je vais réapprendre toute l'hydrologie avec le castor. Et c'est ce que je fais maintenant depuis 1 an et demi, où je piste le castor et j'essaye d'observer ce qu'il fait, comment il réhydrate les milieux, sans l'intervention des pelles mécaniques, sans fossiles, sans tronçonneuses. Il fait juste ça avec ses dents magiques, ses petites mains et sa détermination. Baptiste Morisot parle même de paysage de l'obstination, puisqu'on a beau détruire les ouvrages Castor, il revient. Et il continue, et il continuera. Et l'invitation, c'est vraiment de faire alliance avec ces autres qu'humains, et en particulier sur les rivières, avec le castor, puisqu'il permet vraiment de régénérer les milieux aquatiques qu'on a dégradés. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais je vais terminer sur la notion d'hydrologie régénérative pour avoir cette vision bassin-versant, revenir sur cette vision-là pour identifier les leviers d'action à l'échelle des territoires. Donc l'hydrologie régénérative, c'est vraiment un objectif. L'objectif, c'est la résilience des territoires face aux risques de sécheresse, inondation, incendie, érosion des sols. On traite les 4 maux, les 4 maladies des cycles de l'eau dégradés qui seront intensifiés par le changement climatique. Et il y a plein de choses que je pourrais vous raconter sur l'hydrologie régénérative, mais retenez vraiment ça, à la limite. C'est les 5 principes d'action, RISE, en anglais, désir en verlan en français, très simple. On ne l'a pas fait exprès, mais c'est très simple à retenir pour l'idée de ralentir, infiltrer, stocker l'eau de pluie dans les sols et les sous-sols, évapotranspirer quand même, puisque l'évapotranspiration permet de maintenir des microclimats, et on en aura besoin surtout en contexte urbain pour les îlots de fraîcheur, diversifier la couverture végétale et diversifier les écoulements dans les hydrosystèmes. Donc si on évapotranspire, c'est seulement en diversifiant la couverture végétale. Le triptyque, très simple aussi, au sol arbre, qui est on va dire un peu l'alpha et l'oméga dans tous les projets d'aménagement aujourd'hui, qu'on peut décliner dans plein de contextes et plein de milieux, et je vais rentrer là-dedans. En milieu forestier d'abord. Et là, on renoue effectivement le lien intime, inextricable, puissant entre les cycles de l'eau et les forêts. Quand on arrive à agir sur ce triptyque au sol arbre, eh bien, on peut transformer nos forêts en éponges naturelles. Et là, je vous montre l'histoire de l'ONF dans l'Aube, près de Troyes, qui expérimente un certain nombre d'ouvrages low-tech pour transformer les forêts en éponges. Donc là, il y a plein de stratégies possibles. On met du bois dans l'eau, on va construire des ouvrages, castor ou pas, on met des fascines, on réhydrate des mares, on dédraine, on ralentit vraiment cette goutte d'eau dans les parcelles forestières et on diversifie les essences, les modes de gestion, pour créer ce qu'on appelle la forêt mosaïque. Et donc, c'est ce que fait, en tout cas, c'est ce qui est écrit dans les intentions de l'ONF, la stratégie d'adaptation au changement climatique, pour faire face au dépérissement forestier et au risque d'incendie. Mais le castor aussi peut rentrer en compte dans cette stratégie. En tout cas, j'y travaille avec eux sur ce sujet. En contexte agricole, il y a évidemment une panoplie immense de stratégies pour ralentir l'eau, donc à travers l'hydraulique douce, des fossés d'infiltration, en motif
Keyline, par exemple, du Keyline Design, qui permet vraiment de garder l'eau dans les parcelles et d'infiltrer dans les sols, des fossés, des mares temporaires pour infiltrer l'eau, des haies bocagères et toutes les pratiques d'agroécologie qui permettent de nourrir les sols, d'avoir des sols vivants. Plus on a des sols riches en matière organique, structurés, poreux, plus ils sont à même de garder l'eau dans leur porosité. Et donc on cherche vraiment à combiner l'ensemble de ces pratiques en contexte agricole pour garder l'eau dans les terres. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec les projets de l'hydrologie régénérative avec l'association. En contexte urbain, il y a déjà plein de choses sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Je vous renvoie vers le GRES, vers l'Adopta, qui publie énormément de contenu sur transformer les villes passoires en villes éponges. Vous verrez, c'est toujours le même leitmotiv, forêt éponge, ville éponge, sol éponge. En fait, on essaye tout simplement de garder l'eau dans les sols. Et ça, tout le monde, tous les acteurs commencent à le travailler. Et alors, en contexte urbain, on peut faire plein de choses, mais moi, je vais vous parler plutôt d'en dehors des villes, puisque c'est là où on a le plus grand linéaire de cours d'eau en France. Là où est le castor, déjà, le maintenir, l'accueillir où il est, le garder là où il est, et développer toute une stratégie de diplomatie entre les riverains et les castors, puisqu'ils permettent véritablement de réhydrater les milieux, de recharger les nappes, de créer des zones humides, stocker du carbone, refroidir les cours d'eau, l'air ambiant, accueillir la biodiversité, bref. Je ne vais pas vous donner tous les services que rend le castor gratuitement, et pourtant, on le considère encore comme une espèce nuisible qui mange des poissons, et c'est faux dans les deux cas. Donc, on travaille avec le castor, et on imite le castor, et là, ça devient complètement dingue, quand on pense que finalement des hydrologues, des personnes comme moi qui ont fait 6 ans et plus d'études après le bac, finalement se mettent dans les rivières à faire joujou comme les castors en mettant les mains dans l'eau pour construire des ouvrages, ça semble complètement fou, mais pourtant c'est hyper puissant. Et mon rêve, ce serait de pouvoir vous inviter tous et toutes à faire exactement ça, parce que c'est en faisant qu'on apprend, et c'est en faisant qu'on se transforme aussi. Et quand on fait, qu'on soigne finalement ces rivières qui sont malades, dégradées, quelque part on se soigne aussi. Et ça, il n'y a pas de mots, mais je vous invite vraiment à vivre cette expérience. Donc pour ça, rejoindre le MAPCA, le mouvement d'alliance avec le peuple castor, qui va... Non, ça existe vraiment, hein. Le mouvement d'alliance avec le peuple castor. Je ne vous dis pas la tête de la personne qui a enregistré à la préfecture le nom de l'association. Pépite, mais il existe et je vous invite à aller voir sur leur site internet, ils mettent plein de choses aussi en ligne. C'est pas tiré du chapeau, ça vient pas que du travail remarquable de Baptiste Morisot et Suzanne Yoski, non, ça vient des chercheurs américains, c'est fou, hein, mais en fait ce sont les Américains qui se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas assez d'argent, ils sont très pragmatiques, hein, pas assez d'argent pour restaurer tous les cours d'eau. Ils ont vu qu'avec le castor, finalement, ça marche super bien, voire mieux. Et donc, ils ont développé toute une méthode, ce qu'ils appellent la régénération low-tech basée sur les processus, avec énormément de littérature scientifique pour reproduire les effets du castor sur les milieux aquatiques. Et le livre de Baptiste Morisot et Suzanne Yoski a permis de rendre visible ce travail-là, 15 ans d'années de pratique et de recherche aux États-Unis, pour l'introduire en France. Et on commence à le faire sur des territoires pilotes avec les agences de l'eau, les techniciens, la DDT, l'OFB, etc., pour mettre ça en place. Mais mon rêve, encore une fois, et c'est ce qui a été fait aux États-Unis, c'est d'inviter les citoyens, les citoyennes dans ça, parce que c'est vraiment une sorte de reclaim, ce qui est dit dans le livre « Rendre l'eau à la terre », c'est reclaim, c'est-à-dire que chacun, vous et moi, on peut faire ça en fait. On peut le faire et c'est pas monopolisé par la sphère technique ou politique. Tout le monde peut s'y mettre et il faut juste apprendre. Il faut se former quand même avant. On peut pas faire ça en mode pirate, mais on peut le faire avec un accompagnement si la collectivité le permet. Donc je vous poserai la question après, est-ce que vous avez des castors chez vous ? Les castors, les vrais ? Les vrais castors. Oui. Bon, alors vous avez vos enseignants. C'est bien. Il ne nous faudra plus que les élèves. Et donc, pour terminer là-dessus, justement, sur cette invitation à
à intégrer la parole citoyenne dans ces actions collectives, il y a évidemment toute la question de la gouvernance de l'eau. Et pour avoir été dans le cœur d'un parlement de l'eau institutionnel, si je puis dire, la commission locale de l'eau, eh bien, j'étais frustrée de voir que les citoyens n'étaient pas souvent informés ni invités dans ces sphères-là. Et on a besoin de les intégrer. Et ça peut être tout à fait mis en place par les collectivités. Une des perspectives, mais qui n'est pas, on va dire, le but absolu, même si ça fait rêver, ce serait de s'interroger sur la reconnaissance des droits des rivières et des fleuves, des droits à exister. Et il y a un certain nombre de penseurs, de chercheurs, de juristes spécialisés dans les droits de la nature qui s'interrogent là-dessus. Et pareil, ça ne vient pas de chez nous. C'est surtout depuis la Constitution d'Équateur qui a reconnu les droits de la nature en 2008, qu'ont suivi ensuite certains pays comme la Colombie avec le fleuve Atrato, le Gange en Inde, la Wanganui en Nouvelle-Zélande, et puis plus récemment et plus proche de chez nous en 2022, la Mar Menor en Espagne, sont reconnus sujets de droit et peuvent donc porter des actions en justice pour reconnaître leurs droits fondamentaux. Et, bonne nouvelle ou pas pour certains, ça arrive en France avec un certain nombre de collectifs qui sont accompagnés par des spécialistes sur la Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône pour créer des collectifs citoyens qui souhaitent prendre part et porter la voix de leur rivière en étant les gardiens et les gardiennes. Et donc, mais je trouve que cette expérience est incroyable pour ma part, puisque là, on voit des citoyens qui se sentent investis, qui veulent apprendre, qui veulent défendre et qui veulent échanger aussi, discuter avec les autres instances pour défendre les droits de leur rivière. Donc, si ça émerge chez vous en France, je serais ravie de l'observer, de voir comment ça évolue et surtout, pour moi, c'est ça qui m'importe. C'est pas tant la mobilisation citoyenne qui est géniale en soi, c'est qu'est-ce que ça fait derrière, qu'est-ce que ça produit en fait. Est-ce qu'il y a effectivement des choses qui ont bougé dans certaines politiques publiques, dans certains projets d'aménagement qui ont été arrêtés et surtout, il faudrait que les instances institutionnelles classiques puissent reconnaître la légitimité de ces mouvements citoyens. Et de l'autre côté, les mouvements citoyens qui reconnaissent aussi la légitimité de ces parlements de l'eau qui existent déjà en France. Et c'est vraiment cet espace d'échange, de dialogue et de co-légitimité, si je puis dire, qui permettra de faire avancer les choses entre le politique et les mouvements citoyens. Donc, je vous invite à prendre part à cette grande aventure à la fois de régénération, mais aussi de porter la voix des rivières et des hydrosystèmes dont vous faites partie et qui nous tiennent tous et toutes à cœur. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention.